Bonjour à tous, bienvenue à 20 minutes au carré. Vous connaissez la formule, 20 minutes au carré, réalisée par Hélène, avec Romain qui n'est pas là, Laurent qui est là. Deux invités assez prestigieux aujourd'hui, on est super contents. On va dérouler un petit peu notre programme pour ceux qui suivent 20 minutes, le magazine. On se lance dans un numéro spécial impact, inclusion, environnement. Et donc on a deux invités ce soir qui vont nous parler un petit peu de leur projet et de ce qu'ils peuvent faire pour que la blockchain devienne plus vertueuse. À ma droite, donc à votre gauche, Moujane Asghari. On parlera peut-être de différents projets, mais tu es là ce soir pour nous parler de 1000 Faces. Oui. Un projet NFT à impact. Oui. Parler. Et Thibaut Prédhomme, Chief of Staff de Sorare, qui vient nous parler d'une actualité que vous avez peut-être vue en premier sur 20 minutes aujourd'hui, qui est l'annonce qu'a faite Sorare de son intention de devenir carbon neutral à la fin de l'année, c'est ça? C'est ça. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Bon, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde. Je salue Régnant qui nous avait pas vu depuis longtemps. Je salue Black Pearl qui est au volant et qui doit faire bien attention. C'est pas une bonne idée. Tu auras un replay. Vous aurez tous un replay. Vous pourrez tous nous retrouver. Salut Antoine, salut Kevin, salut à toute l'équipe qui est déjà arrivée. Vous êtes nombreux ce matin, cette fin de journée. Ça fait plaisir. Ouais, on a les tasses. 20 minutes, c'est la petite nouveauté de cette édition. Ah ouais, c'est un métier ça. Il faut mettre le logo bien comme il faut. Hélène, est-ce qu'on a des problèmes de son aujourd'hui? Pas de problème de son, alors on peut se lancer, c'est parfait. Et je vais commencer par toi, Moujane. Tu lances un projet donc, qui s'appelle 1000 Faces, qui est un projet de NFT, qui donne accès, enfin qui est une carte de membre plus encore qu'un NFT artistique, c'est ça? Oui, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Alors, en fait, 1000 Faces, c'est, je peux dire, la première club d'investissement pour les femmes avec les NFT. Et que nous, accompagnons des projets qui ont aussi un impact très fort environnemental. Donc, les critères de pouvoir bénéficier de notre accompagnement, c'est d'être une femme entrepreneuse, avoir un projet qui est le début early stage et avoir au moins 2 SDG qui ont un impact environnemental et social dans leur projet. D'accord. Et donc, c'est pour entrer dans notre programme et on les accompagne pour lever des fonds par la suite. Mais dès le début, on leur accompagne avec le financement en tant que grants et un programme éducatif. Grants, c'est une bourse, ils n'ont pas besoin de rembourser et vous, ça ne vous donne pas des parts dans l'entreprise. Exactement. Par la suite, on va avoir un autre fonds qui serait plus grand après notre ICO pour pouvoir justement investir avec les montants plus importants et avoir des parts. D'accord. Alors ici, il y a pas mal en tout cas dans les habitués de 20 minutes au carré, il y a pas mal de détenteurs de NFT. Pour beaucoup, ils ont notre NFT 20 minutes. Donc on est entre nous là. On peut rentrer un peu dans les détails. Les NFT 1000 Faces, ils en sont où? Tu en auras combien? Ils seront mintés sur quelle chaîne si on le sait déjà? Oui. Alors, donc nous allons avoir déjà les NFT sont les NFT PFP, Profile Pictures, ce sont des images et qui sont dessinées, chaque attribut est dessiné par ma sœur Niusha, qui est ma cofondatrice aussi. On salue. Salut Niusha. Et donc, en fait, sont générés random, que le montant total, ça serait 10 000. Et on va faire un premier drop qui serait 1000 octobre, dans 2 semaines plus tôt. C'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Et nous avons choisi de le lancer sur Polygon. On a pris cette décision beaucoup en avance avant le merge de Ethereum 2.0. Donc, c'est possible qu'on merge sur Ethereum plus tard, mais la première raison pour laquelle on a choisi, c'était l'impact environnemental. Ouais, donc, on en parlera tout à l'heure avec Thibaut, parce qu'effectivement, le choix de la blockchain, c'est très important dans l'impact d'un projet. Et quand, comme toi, tu veux financer des projets qui sont notamment vertueux en termes d'environnement, c'est important de l'être soi-même. Exactement, exactement. C'est un des engagements qu'on a, c'est vraiment de pouvoir, on dit récompenser ou offset, récompenser notre émission de carbone. Ah, compenser notre émission carbone. Compenser notre émission de carbone.
avec les partenaires verts que nous avons et pouvoir aussi investir dans les projets environnementaux. Parce que compenser carbone, ce n'est pas suffisant pour sauver la planète. Donc, je vais expliquer un peu plus en détail. Notre fonds, en fait, ça serait divisé par 4 catégories. Première, c'est les femmes entrepreneuses. Deuxième, c'est les programmes éducatifs pour soutenir ces femmes entrepreneuses. Première, ça serait sorti ce mois-ci sur, en fait, je pense que c'est demain en plus. Demain? Oui, demain, notre programme sur Web3 serait lancé. Ensuite, par la suite, on aura plus de programmes comme programme les entrepreneurs ou les programmes pour lever de fonds. Troisième partie de notre fonds, c'est les projets verts. Donc, c'est là que nous éliminons notre émission carbone. Et aussi investir dans les projets de conservation de la nature. Et le dernier, c'est les autres non-profits, c'est les autres ONG qui sont en lien avec notre valeur qui est Female Empowerment et l'environnement. D'accord. Alors, pour que je comprenne bien, il y a 2 calendriers séparés. Il y a le calendrier du Mint qui va vous permettre de récolter des fonds. Et il y a ce que tu appelles les programmes qui sont finalement des... C'est avant même d'avoir minté les NFT, peu de fonds? Oui, parce qu'en fait, nous avons un groupe en fait, des personnes, des premières personnes qui vont acheter notre NFT qui s'appellent des membres fondateurs, des founding members. Et ces membres qui sont aujourd'hui 40 personnes, ils sont déjà les personnes qui contribuent à notre programme et aussi ils auront accès à notre DAO. Nous, en gros, en fait, on crée notre structure sur un DAO gouvernance décentralisée pour pouvoir être plus inclusif et gérer notre fonds. Donc ça, c'est vraiment le premier but de notre DAO. D'accord. Donc, on raccroche les wagons pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas et qui découvraient ces logiques des DAO. Donc, en ligne, via des jetons ou via des jetons qui sont chez vous des NFT ou c'est d'autres jetons qui leur sont distribués à ces membres fondateurs? Oui, en fait, les premières choses qu'on va sortir, ce sont nos NFT. Donc, les NFT sont vraiment les memberships pour nos membres. Nous avons 3 types de membership. Première, c'est les membres basiques. N'importe qui, n'importe où dans le monde peuvent acheter un NFT, un token NFT et devenir membre. Par la suite, on a, comme je vous ai dit, les membres fondateurs, que leur NFT, c'est différent. C'est un level, un niveau plus haut. Qu'ils ont accès à notre DAO, qu'ils ont accès de voter quel projet on veut financer. Par la suite, après qu'on va faire notre ICO, qu'on va émettre notre utility token, on va ouvrir un autre type de membership qui est pour les angels. Ce sont que les investisseurs qui ont l'expérience dans l'investissement, dans les VC, ce sont les business angels, ce sont dans les fonds d'equity qui peuvent atteindre ces NFT pour justement avoir equity en échange et gérer plus des montants plus supérieurs. Carrément. Parle-nous un petit peu, si tu veux bien, du visuel en lui-même du NFT. C'est ta sœur, tu dis, qui les crée. Oui. Ils vont représenter quoi, en fait? Alors, quand on a commencé de réfléchir de ce projet, on était très inspiré par tous les projets comme World of Women, Women Rise. Et moi, ce que j'ai adoré, c'était vraiment cette côté image forte qu'on crée comme rôle modèle pour les femmes. Donc, on était inspiré par ces côtés-là d'inspiration pour le rôle modèle féminin, mais on va rajouter la couche de tech. Ce qu'on dit, c'est STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics. Donc, tout ça, c'est très inspiré par le côté technique. Et on ajoute un côté orienté vers l'environnement et la nature aussi. Donc, c'est quelque chose de très futuristique et très féminin. Et il y a des éléments de géométrie sacrée, il y a des éléments de la nature. Donc, c'est pas comme World of Women, des
Des portraits de femmes. C'est des portraits de Ça reste des femmes, portraits de femmes. mais dans le portrait de femmes, on rajoute des Ok, des attributs éléments. et des éléments que c'est nos valeurs en fait, la diversité, la nature, la technologie. Donc, c'est ce qu'on veut montrer avec nos images. Je me tourne vers la communauté parce qu'ils vont être, pour certains, sans doute tentés d'en acheter. Vous les mettez en vente à combien? Bon, pour l'instant, je ne peux pas dire le Ok. prix final, mais ça serait vraiment accessible parce qu'on veut que tout le monde peut acheter nos tokens, devenir membre. Après, pour les membres fondateurs, ça serait plus élevé et encore pour les angels, ça serait plus élevé. Mais notre membership basique, ça serait vraiment accessible. D'accord. Ouais, ça serait moins de 200-300 $. Donc, Ok. euros, on est en Europe. On fait plus cette erreur de bouteille, nous dit Hélène, elle a bien raison. Moins de 280 $ en Europe. Bon, il y a une whitelist, il y a déjà des places en whitelist. Alors, on a choisi comment on les appelle. On ne dit plus whitelist parce qu'on ne veut pas avoir whitelist ou blacklist. Ouais. On les appelle allow list. Ouais. Donc, on a commencé de distribuer nos allow list. Donc, ça vous suffit juste de venir sur notre Discord. Vous pouvez dire bonjour de 20 minutes et après, on va vous mettre sur le whitelist. Voilà, bonjour 20 minutes. Usul Youyou, d'ailleurs, que je salue, propose Greenlist. J'aime bien ça. C'est pas mal. Hein, c'est pas mal, on va parler c'est pas mal ça. Parce qu'alors, pour tout te dire, nous aussi, on a eu cette réflexion en interne à la rédac quand on a créé notre whitelist et on s'est dit, whitelist, ok. Il va y avoir sans doute peut-être des gens qui estiment que c'est binaire et tout ça. Et donc, on s'était intéressé à cette hello list. Avec mon bon accent français, j'arrive jamais à faire hello list. T'as pas ce problème parce qu'on en parlera tout à l'heure. Tu es iranienne, mais surtout tu es en permanence dans le monde entier et donc de l'anglais qui n'est pas la mienne, mais voilà. Sache que pour nous, hello list, c'est pas si évident que ça. Ouais, pour moi, c'est un peu le défi de parler en français. En plus, je pense que c'est ma première fois. Après longtemps, je fais un interview en français, donc. Ça va. Merci beaucoup pour votre soutien. Dernière petite question me concernant, et n'hésitez pas à m'en poser dans le chat sur le projet Thousand Faces, mais cette question des PFP, moi je me l'étais posée autour de World of Women. Je trouve le principe d'une meilleure représentativité évidemment louable. Autrement, simplement en tant qu'homme, je ne me verrais pas prendre un PFP de femme. Pas parce que je me sentirais atteint dans ma masculinité, mais au contraire, j'aurais l'impression de une identité qui n'est pas la mienne, tout comme je ne me verrais pas avoir un NFT PFP, donc une profil pic de personnes noires, parce que je suis blanc et que ça me semblerait être de l'appropriation culturelle. Comment, déjà, est-ce que vous pensez la même chose sur le chat? Et comment toi tu vois ça? Est-ce que ces NFT, tu serais ravi qu'ils soient achetés par des hommes, arborés par des hommes, ou on peut les acheter et ne pas les arborer? Oui, non, c'est une très bonne question en fait. On avait le réflexe aussi au début, mais j'ai vu beaucoup d'hommes qui soutiennent les projets comme World of Women, comme les autres projets PFP pour les femmes, et qui changent leur profile picture sur les réseaux sociaux qu'ils mettent. Et on se dit, en fait, est-ce qu'on peut être plus inclusif dans même notre création, même si ce sont les images des femmes, les avatars féminins. Donc, on a certains qui ont patchwork, certains qui ont casquette, mais je pense qu'en fait, on a tous cette énergie féminine, cette côté féminin dans nous, comme être humain, que ça doit être apprécié. Je ne pense pas que c'est le genre qu'on veut vraiment focaliser dessus, seulement sur le genre. C'est vraiment la côté féminin qui suit par la suite à tout l'amour, je sais pas, compassion, comme on dit en français. La compassion, ça se dit bien, la sympathie au sens et comme j'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont justement fait ça, nous, on n'a pas vu ça comme un problème. D'accord. Pas nécessairement un problème, mais tu vois, dans le chat, il y a ma fille où je découvre que c'est un homme aujourd'hui, parce qu'effectivement, il me dit pété de rire, moi qui utilise que des PFP de femmes, enfin, je sais pas du coup si je dois en déduire que t'es un homme, ma fille où, mais on n'a jamais eu l'occasion, je crois, de se parler, il me semble, et c'est vrai que pour moi, avec ton PFP sur Discord, ou ta PFP sur Discord, je pensais que t'étais une femme, ce qui n'est pas gênant, effectivement. Ce qui est marrant, c'est en fait, par exemple, dans notre équipe, on a des hommes aussi, et on a créé des avatars pour notre équipe, pour changer leur photos sur Discord, sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y en a certaines qui sont complètement
habillé, plus en fait masculin, on peut dire, avec les casquettes, avec les gadgets, plus sympa, avec les cheveux courts, et que vous pouvez quand même trouver ce que vous cherchez en fait. Voilà, gender fluid. Oui. Ouais. Il y a Elven qui nous dit on veut des NFT de femmes, comme ça on peut être inclusif sur nos wallets, ou les airdrops à nos amis, avec un E, pour les acculturer au Web3. Voilà, donc ça a l'air de faire l'unanimité. Je suis le seul mec qui me fait des nœuds au cerveau dans cette, sur ce sujet. Je pense qu'il est temps que je tourne ma tête de ton côté. Thibaut, on parlait de Polygon tout à l'heure comme d'un choix fort pour réduire l'impact environnemental. Toi, tu es Chief of Staff à Sorare. On l'a dit. Pas mal de temps, tu as mené un projet avec un partenaire dont tu vas nous parler pour amener Sorare vers la neutralité carbone. Alors j'ai déjà eu, je ne sais plus qui nous a dit ah ben non mais ça n'existe pas. Bon, bah on va pouvoir discuter de tout ça. On a un petit peu de temps. Et, ouais. Non, tout à fait. Donc nous on est sur Ethereum mais non pas sur Polygon et un des reproches qui est souvent fait à l'ancien Ethereum avant merge, c'était justement l'impact que cette blockchain a sur l'environnement à cause de la consommation d'énergie qu'il y a derrière. Et très vite, en fait, ce que les fondateurs se sont dit, c'est on choisit Ethereum pour plein de raisons autour de la sécurité, autour du pool de développeurs qui est vraiment disponible sur le marché. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en 2018-2019. Et à l'époque, c'était vraiment la blockchain principale pour aller faire du NFT. Et ils se disent, on sait qu'il y a un problème à long terme, notamment si on croit très très fort, mais on l'adressera quand on aura les ressources pour l'adresser. Et surtout, on a besoin d'innovation technologique pour pouvoir vraiment l'adresser. On a mené ce projet de décarbonisation là sur la fin d'année 2021 et sur 2022 en se disant quelles initiatives est-ce qu'on peut avoir pour avoir soit énormément d'impact, même si ça va être très compliqué à mettre en œuvre, et donc ça va demander du temps. Et les deuxièmes types d'initiatives auxquelles on a réfléchi, c'est quelles sont les petites choses qu'on peut faire qui n'ont pas autant d'impact, mais qui sont faciles à mettre en œuvre. Et les deux principales choses que nous, on a fait, c'est la migration vers un Layer 2. Donc, j'imagine que tout le monde est familier avec le Layer 2, mais de façon très simple, c'est pour Sorare qui fait des cartes. C'est vrai qu'on n'a même pas rappelé, mais tu sais, c'est comme définir Google quand on est sur une émission web. Hein, vous savez tous ce que fait Sorare. Voilà, aujourd'hui, tous les jours, on me dit je suis le Sorare de. Et ben là, on a le Sorare de Sorare. Voilà, on a le Sorare de Sorare. Donc, jeu de sport, cartes. En quelques mots, on fait des cartes. Elles ont la particularité donc d'être digitales, d'être sur la blockchain et de pouvoir être jouées dans un jeu. Et donc, pour faire ces cartes et les avoir sur la blockchain, à chaque fois qu'on en fait une, il faut aller la faire valider. Et à chaque fois qu'il y a des échanges ou des récompenses, etc., bah, ça multiplie du coup le nombre de validations. Donc, on s'imagine bien qu'avec la croissance qu'a connue la société, c'était difficile de continuer à faire ça parce que l'empreinte a été importante. Et puis il fallait payer les transactions aussi quand même, non? Il fallait en plus payer les transactions et je dirais le financier n'était pas le plus important, c'était surtout l'expérience utilisateur. Quand tu remets un petit peu le projet dans le contexte, on est première grosse vague NFT, donc début 2021. Le réseau se retrouve saturé quand même assez régulièrement. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je suis un nouvel utilisateur, je décide de commencer à collectionner, j'achète une carte, tu pouvais voir transfert in progress pendant 24, 48, parfois 72 heures. Ah oui. Donc l'expérience utilisateur était vraiment pas bonne à certains moments. Et ça a été une des raisons pour lesquelles on s'est dit ok, il faut aller vers une solution donc de scalabilité comme un layer 2. Et ce que fait un layer 2 globalement, c'est que plutôt qu'aller à chaque fois sur la blockchain carte par carte, on va rassembler ces cartes en lot et on va y aller qu'une fois par jour ou une fois tous les X. Et ça réduit drastiquement en fait l'empreinte qu'on peut avoir. Le simple fait de passer donc de ce layer 1 à ce layer 2, ça a réduit de 99% globalement. D'accord. Et ça, c'était extrêmement important et ça remplissait du coup le critère numéro 1 que nous, on s'était fixé. Qu'est-ce qu'on peut faire qui a énormément d'impact, même si ça va demander énormément de travail. Et ça, donc, on l'a réalisé durant l'été 2021. Donc, ça nous a permis d'adresser déjà cette problématique.
Et on a travaillé donc avec un partenaire qui s'appelle Plan A, qui nous a aidés à regarder notre empreinte au sens large. On était tous conscients de l'empreinte de la blockchain, mais il fallait pouvoir la calculer. Et ça, ce n'était pas quelque chose de facile. Il n'y a pas énormément d'acteurs sur le marché qui ont déjà réfléchi à ces sujets-là. Donc, on a passé pas mal de temps en fait en 2021 et 2022 à sélectionner les gens qui allaient pouvoir avoir cette compréhension vraiment du business. Parce que la personne qui disait le C'est carbone... Elven, il est revenu, il me dit non, c'était moi. Pour le coup, c'est mon métier, le zéro net n'existe pas et je suis dispo pour challenger ceux qui croient l'être ou le devenir de bonne foi. Non, et c'est un bon point en vérité. Un peu vénère, Elven. Non, mais c'est un très bon point en vérité parce que il y a des gens qui disent en gros, je deviens neutre parce que je regarde pas la consommation que j'ai et juste j'offset. Donc on résout pas le problème parce qu'en fait, pour que cette chose soit efficace, il faut s'attacher à comprendre les émissions qu'on a pour pouvoir, les réduire. Donc c'est ce qu'on a fait à travers cette transition de layer 1 à layer 2, parce que l'autre solution qui était possible, c'était rester sur le layer 1, dire qu'on offset et dire qu'on est entre guillemets neutre. Donc c'est, je pense, ça qu'Elven aime pas forcément. Donc nous, la démarche qu'on a eue, c'était 1, on essaye de comprendre, 2, on réduit, 3, ensuite, on réfléchit à comment est-ce que, à la fin, on devient neutre à travers un offset. Et pour ça, il fallait avoir le bon partenaire, le partenaire qui comprend qu'on est une société en forte croissance, qui comprend qu'on est sur la blockchain et qui va nous aider comme ça et nous accompagner pour faire les meilleurs choix, pour réussir à remplir la mission qu'on avait, qui était donc d'offsetter et devenir le plus neutre possible. Sachant que, il a raison, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. C'est pas possible de ne pas avoir d'émissions. Notamment quand on est une société en croissance. Ça veut dire qu'on embauche de plus en plus de collaborateurs. Ça veut dire en plus qu'on a de plus en plus de voyages et de déplacements. Donc forcément, l'empreinte augmente. Et c'est là où prend tout son sens la seconde partie de notre réflexion avec Nicolas, qui était, OK, il y a des choses qu'on peut faire qui vont avoir énormément d'impact, donc ce layer 1 à ce layer 2, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place en interne en termes de politique pour essayer de ne pas faire en sorte que toutes ces émissions augmentent. Donc ça va être les poubelles de tri, vraiment du basique. Ça va être des politiques... Les mugs et pas les bouteilles en plastique. Les mugs et pas les bouteilles en plastique. Il n'y en a pas du tout là dans le studio, je rassure tout le monde. Ça va être ce genre de choses. Ça va être également des politiques de déplacement. Ça va être de favoriser les meetings à travers Zoom ou toutes les nouvelles technologies pour éviter d'avoir justement à prendre l'avion pour discuter avec notre bureau de New York. Et sur les politiques de déplacement, favoriser à chaque fois les moyens qui ont l'empreinte la plus faible possible. On a également mis en place récemment un plan de mobilité pour les collaborateurs. Il faut savoir en fait que moi, le jour en fait où je suis venu en interview chez Sorare, Nicolas me voit arriver avec un casque. Nicolas Julia, le fondateur. Nicolas Julia, le CEO, et il me dit t'es en scooter. Donc je me dis bah ouais, je suis en scooter et j'avais pas saisi en fait forcément sa remarque, mais en fait globalement tout le monde est en vélo. Et c'était très important pour tout le monde dès le début d'avoir cette démarche et de se dire ok, quelles sont les toutes petites actions qu'on peut faire au quotidien pour réussir à réduire la fameuse empreinte dont on est en train de parler. En sachant que vous avez quand même un site dont la baseline a un peu changé avec Marc Effet à Paris et à New York, que vous avez annoncé, vous avez signé et développé la Ligue de baseball américaine, vous avez annoncé la Ligue de basket américaine, la NBA, vous avez par ailleurs sur votre activité historique qui est le foot, des shootings à faire dans le monde entier. À quel point on va quand on comptabilise les émissions carbone d'une entreprise, à quel point on va? Est-ce qu'on va voir les sous-traitants? Est-ce qu'on va voir les photographes qui, à droite, à gauche, vont shooter les joueurs professionnels en leur disant vas-y en vélo, ça serait quand même mieux pour le bilan de la boîte? Ou comment on fait ça? On va essayer d'être le plus granulaire possible. Donc globalement, quand on fait un bilan carbone, on va regarder les 3 scopes. Le scope 1, ça va être des émissions directes. C'est par exemple... si on avait des véhicules de société, qu'est-ce qu'ils consomment? Le scope 2, ça va être des émissions indirectes, par exemple, qu'est-ce que consomme le bâtiment dans lequel je suis?
Et le scope 3, ça va être par exemple mon layer 1 ou mon layer 2, qu'est-ce qu'ils consomment? Et potentiellement, qu'est-ce que consomment mes fournisseurs dans ma chaîne de valeur? D'accord. Et c'était en ça qu'était très important de choisir le partenaire qui pouvait nous accompagner là-dedans. On avait également la chance d'avoir un actionnaire qui était assez compétent sur le sujet. C'est le fonds Bliss d'Alexandre Mars, qui est très impliqué sur tous les sujets RSE, ESG, etc. Et qui nous a accompagnés en fait pendant cette journée, parce que pour nous en fait le plus important c'était de pas tomber un petit peu dans le cliché de pas regarder le côté consommation et de pas essayer de Ouais, et réduire de et planter juste des arbres, quoi. d'offsetter. Mhm. Et les clubs, on a les uns les autres, on vit pas dans des grottes. On a suivi les polémiques, notamment autour du PSG, du char à voile de Galtier. Les clubs, ils vous demandent, que ce soit des clubs de foot ou d'autres sports, ils vous demandent de vous engager là-dessus, ou c'est pas un élément C'est un important? différenciant. Aujourd'hui, très clairement, c'est un différenciant. Il y a par exemple la Bundesliga qui a pris des engagements à ce niveau-là, d'atteindre la neutralité carbone, et qui demande en fait à ses partenaires des comptes sur ce sujet. Parce qu'au final, quand on arrive vers un institutionnel qui travaille pas forcément encore sur la blockchain, j'imagine que c'est la même chose pour vous. La première chose qu'on nous dit, nous, c'est ouais, la blockchain, c'est vraiment pas vertueux d'un point de vue écologique. Moi, j'ai même souvenir de quand on essayait de vendre des pubs pour le numéro 1 de 20 Mint et de le financer aussi par ce biais-là, de se prendre vraiment des portes fermées assez violemment en disant non, non, mais nous, on n'est pas là pour tuer la planète. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que c'est un discours que vous croisez encore? J'imagine que ça doit quand même encore exister. Et surtout, est-ce que finalement, aujourd'hui, vous regrettez pas ce choix du jeu blockchain? Est-ce que Sorare sans la blockchain, ça aurait pas été plus simple? Bah, ça, c'est la bonne question, parce que je pense qu'il y a énormément de projets qui utilisent la blockchain sans vraiment savoir pourquoi. Si on revient à la genèse du projet, on a deux fondateurs, donc Nicolas Julia et Adrien Montfort, qui travaillent déjà dans la blockchain et qui voient cette techno apparaître, donc les NFT, et qui se disent, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir créer de la rareté en ligne pour la première fois, parce qu'avant on faisait clic droit et puis c'était parti, on avait le fichier vidéo, image ou autre en question. Et ils se disent, voilà, enfin, ils sont fans de foot et ils se disent, ok, si on utilise cette technologie, globalement, on peut recréer quelque chose qu'on connaît tous dans la vie physique, qui est la carte de collection. Mais cette carte de collection, parce qu'elle est digitale, il y avait la nécessité, en fait, de prouver qu'on allait en émettre que X, que tu pouvais l'échanger avec quelqu'un et avoir confiance qu'elle était bien originale, etc., etc. Donc, juste sur cette partie, la blockchain faisait du sens. Ensuite, il y avait toute l'autre partie à laquelle ils ont réfléchi pour se dire, dans la vie physique, l'expérience de collection est peut-être pas finie parce que je vais faire un album ou je vais faire une boîte de cartes et à un moment, l'expérience s'arrête et ma boîte ou mon album finit sur une étagère, dans un tiroir, dans mon grenier, chez la grand-mère. Et en fait, remplit pas l'objectif du détenteur de droit, qui est le club ou la ligue, de vraiment créer de l'engagement du fan. Et donc, c'est pour ça qu'ils se disent, bah, en fait, on va créer des applications autour de nos cartes. Donc, ça va être nos jeux, ça va être potentiellement des jeux qui vont être développés par d'autres, mais il y avait cette nécessité de pouvoir déplacer les cartes, et ça, le NFT y répond extrêmement bien. Okay. Donc il y avait, enfin pour te répondre, parce que j'ai un petit peu non, mais, bifurqué, c'était vraiment très utile d'avoir la blockchain aujourd'hui chez nous. Et oui, on a toujours des commentaires parfois négatifs de gens qui ne sont pas forcément renseignés sur les développements technologiques qu'il y a pu avoir autour de la réduction de l'empreinte et qui vont dire blockchain égale émission égale pas bien. C'est ce que disent Elven et Bitload et le Vreflux sur le serveur également, quoi. C'est qu'il y a une part caricaturale ou un peu dépassée par rapport à ça. Je vais revenir à toi, Moujane, mais juste avant, Thibaut, on parle du E de RSE. Est-ce que vous bossez aussi sur le S? Et on parlait de diversité. Est-ce que vous avez des programmes? Il n'y a pas de ligue féminine dans Sorare? Pas pour le moment, mais c'est des sujets qui sont importants pour nous. Depuis le début, nous, on a cherché à y aller en fait pas à pas pour ajouter des ligues, pour ajouter des nouveaux sports. Et ça nous paraissait logique de commencer par le football, ensuite d'étendre, comme on l'avait annoncé pendant la levée de fonds, à des sports US. La suite, c'est probablement des sports féminins. On n'a pas encore de date, c'est des choses sur lesquelles on travaille, mais on est déjà
hyper concernés par le S, comme tu disais. Les exemples qu'on a, c'est le partenariat, par exemple, avec Kylian, où on est également impliqué dans Inspired by Kylian, sa fondation. Tout ce qu'on a pu également mettre en place avec Serena Williams, qui est en fait conseillère du board de Sorar et qui nous accompagne sur bien évidemment les développements aux US, sur la marque, mais aussi sur tous ces sujets de comment est-ce qu'on redistribue dans l'écosystème, comment est-ce qu'on a plus d'impact au niveau social. Et après, on a fait des choses sur lesquelles on ne communique pas forcément, mais on a un autre actionnaire qui est Patrick Moratoglou, par exemple, donc l'ancien coach de Serena, qui a une fondation qui s'appelle Champseed, qui finance en gros des jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir étudier et en plus essayer de devenir joueur professionnel. Donc on a contribué également à cette fondation. Mais c'est des choses qu'on fait par conviction et dont on ne parle pas forcément. Ah, tu me fais une transition toute trouvée, Armoujane, parce que les convictions, tu en as aussi pas mal. Je regarde un petit coup d'œil au chat. N'hésitez pas à poser des questions. C'est bien, vous êtes disciplinés. J'avais peur que ça se transforme en AMA de Sorar avec des questions auxquelles on n'aurait pas pu répondre. Bravo. Moujane, tu as des convictions, effectivement, tu en as beaucoup. Et un autre projet qui t'a rendu... en tout cas qui t'a ouvert pas mal de portes, que tu portes depuis son début, qui s'appelle Woman in AI. En dire quelques mots, comment t'es venue l'idée, c'est quoi aujourd'hui? Bien sûr, oui. En fait, c'était en fin 2016. Par hasard, je me suis trouvée dans un événement qui était un événement de l'IA. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ce secteur. Moi, j'étais très intéressée par l'industrie, donc j'allais souvent dans les meet-ups, dans les meet-ups de machine learning, souvent à Paris. Et on a trouvé 2-3 autres filles qu'on était intéressées, mais qu'on sentait qu'il y a vraiment un manque des femmes, de participation des femmes dans ces événements, dans ce domaine. Donc, on se réunit entre nous de s'aider et d'apprendre sur l'IA. Et plus en plus, on est devenu plus grand et on a créé un premier meet-up, deuxième meet-up. Et du coup, petit à petit, il y a des communautés organiques. Organiquement, ils nous ont rejoints. Donc, c'est vraiment une non-profit qui est gérée par les bénévoles partout dans le monde. Aujourd'hui, je pense qu'on a plus que 11 000 ou 12 000 membres dans plus que 150 pays. Et le but, c'est de éliminer l'imparité de genre dans ce domaine avec l'éducation, donner aussi des fonds aux entrepreneurs féminins. On a des awards, on a des programmes d'accélération. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que c'est un sujet particulièrement important. C'est vrai que la parité dans tous les domaines est importante, mais particulièrement dans l'IA, j'ai lu pas mal de choses que tu as pu écrire ou dire dans des interviews à droite à gauche, et c'est vrai que moi j'en avais pas conscience, mais si on a des biais dans la constitution des équipes qui travaillent sur certains moteurs d'intelligence artificielle, on va avoir des biais derrière dans les usages concrets. Oui, qui sont même en fait plus graves et plus accentés. Ça veut dire que l'IA a le potentiel d'amplifier nos biais parce qu'avec les algorithmes de machine learning et deep learning, ça crée en fait finalement un petit monstre très très biaisé et très discriminatif. Parce que les personnes qui fournissent ces data et qui créent ces algorithmes en fait sont comme les parents en fait qui nourrissent ce bébé de l'IA. Et donc c'est très important d'avoir les équipes diverses. Et la diversité, c'est pas seulement la diversité de genre, ça va au-delà du genre. Ça peut être la diversité dans la philosophie, dans l'éducation, dans la couleur de peau. On sait qu'il y a des IA qui reconnaissent mal, par exemple, certaines couleurs de peau, notamment, je sais pas, j'ai pas les compétences techniques pour savoir si ce discours-là est vrai, mais notamment parce que les gens qui les ont créés étaient majoritairement blancs, par exemple. Oui, il y a beaucoup de cas. Oui, il y a beaucoup de cas pour surtout la peau noire ou les personnes asiatiques. Par exemple, pour les caméras, ils ont pas mal de problèmes. Les caméras disent oh, en fait, vous êtes en train de fermer vos yeux, mais voilà, il y a des choses qui sont vraiment importantes.
il y a certaines, il y a en fait que ça peut mettre en danger la vie de personnes. Par exemple, certains algorithmes et programmes ne peuvent pas détecter les maladies pour les femmes, et plutôt les femmes africaines, parce que ce sont la plupart des données de santé dans le monde, ça vient de l'armée américaine, qui sont plutôt les hommes blancs. Okay. Donc ça peut être même voilà, pour la vie des gens. Donc tu montes Women in AI avec Pam. Tout à l'heure que tu allais à un meet-up sur du deep learning, c'est quoi ton parcours? Parce que qui va à un deep learning? Tu viens de... Ouais. C'est quoi ta formation? En fait, moi, j'ai fait une ingénierie industrielle en Iran. Là, ça fait exactement 10 ans que je suis en France. J'ai fait mes études et tout de suite après, je suis venue en France. Donc, j'ai fait un master in management chez l'EDEC, à l'EDEC à Lille. Et j'ai commencé ma carrière dans le financement, dans la banque, corporate finance, dans la banque, en fait, banking. Et tout de suite après, j'ai compris que c'est pas en fait où je vois ma vie continuer. Ouais, c'est un gros pourvoyeur de travailleurs avec mission, la banque. On y passe un petit peu et après on se dit c'est pas ce qu'on a envie de faire. Exactement. C'était très formateur, mais j'ai tout de suite compris c'est pas le corporate world, c'est pas pour moi. Donc j'ai quitté. J'ai monté une première boîte avec mes amis de l'école. Que ça a bien failli parce que comme la plupart des entrepreneurs ont fait pas mal d'erreurs. C'était une boîte dans l'événementiel, c'est ça, non? C'était dans l'événementiel. On était concurrent de Eventbrite. À l'époque, Eventbrite, c'était pas aussi grand. Mais l'idée, c'était bien. Et donc, mais j'ai jamais quitté en fait l'entrepreneuriat. Donc, je pense que j'ai monté plus que 10 projets, 10 boîtes. Il y a certains qui sont réussis. Donc, Women, c'était une qui a continué d'être un non-profit. Et après, j'ai créé une autre organisation qui s'appelle Thousand Eyes on Me pour aider les femmes dans tout ce qui est en fait les compétences soft skills et leadership. Parce que j'ai constaté que la plupart des rôles dans les grandes entreprises ou même dans les entreprises tech sont pour la plupart des hommes. Et donc, il y a pas mal de problèmes en fait qui peuvent arriver. La manque de confiance en soi, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup chez des femmes, surtout avec les problèmes qui peuvent passer malheureusement pour des harcèlements moraux ou sexuels ou il y a beaucoup de problèmes en fait qui se passent. Et du coup, j'ai essayé d'aider les femmes de naviguer ces conditions et de pouvoir arriver à leur but, en fait, trouver leur chemin de carrière. Tu es iranienne, on s'est dit qu'on n'allait pas en parler beaucoup. Le contexte peut être complexe à gérer. Voilà. Mais quand on grandit en Iran, déjà comment on se retrouve à faire de l'ingénierie industrielle? Est-ce que ce type de profil est courant? Aujourd'hui, tu vis la situation explosive en Iran autour des femmes notamment, mais j'ai l'impression que ça dépasse largement maintenant. Oui, en fait, si vous avez vu les nouvelles, vous allez voir, en fait, c'est très compliqué en ce moment, surtout en Iran, pour les femmes. Malheureusement, notre pays, il y a des choses en fait que les femmes ne peuvent pas le faire. Par exemple, moi, je voulais à la base étudier ingénieur mécanique, mais l'année où je voulais postuler, c'était pas ouvert pour les femmes. Donc, j'ai choisi ingénieur industriel. Il y a beaucoup de limitations pour les femmes de s'exprimer, de qu'elle veut porter comme vêtements, qu'elle peut étudier, qu'est-ce qu'elle peut dire. Il n'y a pas beaucoup de postes qu'on peut postuler. Mais par exemple, dans le politique, il n'y a pas assez de place, mais quand même, dans notre Parlement, on a des femmes. On fait tout ce qu'on peut faire. La chose, en fait, que moi, j'aurais pour mon pays, c'est d'avoir la liberté basique humaine pour les femmes. Ce que malheureusement, on ne voit pas aujourd'hui et on se bat
pour ça. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'en parler, de savoir déjà ce qui se passe et aussi d'encourager les personnes qui prennent des décisions de comprendre quelle est vraiment la valeur d'ouvrir des droits légaux et égaux aux femmes, parce que ça nourrit toute l'innovation, ça nourrit beaucoup de choses, et notre économie, donc tout ça, c'est très important. Peut aider. La blockchain, ça peut aider. C'est en fait une des raisons pour laquelle, par exemple, Thousand Faces, c'est un DAO. Pourquoi on utilise la technologie blockchain crypto, c'est aujourd'hui, on ne peut pas imaginer un fonds d'investissement américain ou même européen financer une femme en Iran. Parce que déjà, on n'a pas de transaction bancaire. On n'a même pas le droit de le faire à cause des problèmes légaux. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec BNP Paribas, par exemple, plusieurs années. Donc, les sanctions, la crypto et blockchain a pouvoir de le faire. Quelqu'un avec juste un wallet peut recevoir d'argent. Et on est décentralisé aussi. Donc, ça veut dire qu'on peut être même inclusif dans les personnes qui prennent les décisions de financement chez nous. Donc, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il y a beaucoup de potentiel et peut avoir beaucoup d'impact. En tout cas, on le souhaite. Alors, déjà, merci Twenty8 pour le sub. Et non, il n'y aura pas de quiz aujourd'hui. Une émission un peu sérieuse. Pas de quiz aujourd'hui. On a décidé de donner un maximum de temps à nos deux invités parce qu'on avait plein de choses à se dire. Non pas qu'on n'ait rien à se dire d'habitude. Mais voilà. Et si vous avez des questions, on est là aussi pour y répondre. J'imagine que vous en aurez pas mal aussi en fin d'émission, mais on va poursuivre avec toi, Thibaut. On parlait d'international. C'est un élément important de développement de Sorare. Vous avez une croissance assez dingue en ce moment. Toi, t'es rentré il y a combien de temps à Sorare? Je suis rentré il y a 18 mois à peu près. Je suis rentré juste après la Série A. D'accord. Donc Série A, première levée voilà. En dehors des amis et des... Exactement. D'accord. Et là, vous étiez combien? Je pense que j'étais numéro 12. C'est ça, dans les boîtes comme ça, on donne le numéro d'entrée. Voilà. Un jour, j'ai été contacté par quelqu'un qui m'a dit « je suis numéro », alors je ne vais pas donner son numéro parce qu'il va se reconnaître, mais je suis numéro 23 chez Deezer. Et je me suis dit « ah ouais ». Ouais, quand on sait ça, c'est dingue. 12. En fait, à l'époque, sur notre bureau précédent, on avait l'historique avec le nom de ceux qui étaient arrivés, et on avait également les partenariats qu'on avait signé parce que Sorare a commencé avec la Ligue belge et a ensuite, avec les succès avec la Ligue belge, pu entrer en partenariat avec des beaucoup plus grands clubs qui ont derrière ouvert les portes de plus grosses ligues qui nous ont permis ensuite d'aller jusqu'à cette internationalisation parce que les ligues américaines ont pu constater qu'il y avait une société basée à Paris avec principalement des Français. C'est plus vrai aujourd'hui puisqu'on a ce bureau à New York, mais en tout cas c'était entre guillemets la French Touch, donc cette approche de se dire voilà, on peut réinventer l'expérience de collection à travers les NFT, à travers ce jeu, et on va le faire dans d'autres sports, et donc c'est cette approche et ce produit avec notre gameplay, avec tout ce qu'on a pu créer depuis, qui est en train de s'imposer un petit peu à l'international parce qu'on arrive à être aujourd'hui le leader incontesté dans le foot avec plus de 300 licences, à entrer en partenariat avec la MLB PA. Donc le baseball. Voilà, donc le baseball, il y a à chaque fois, aux États-Unis, c'est très organisé, il y a à chaque fois deux ligues avec lesquelles il faut entrer en partenariat. Donc c'est la MLB que tout le monde connaît, mais il y a également la MLB PA, Players Association, parce que si on regarde une carte, en fait, le haut de la carte, c'est-à-dire la tête du joueur, va venir de l'association des joueurs, et le bas, avec les maillots, les logos, les trademarks, va venir en fait de la ligue directement. Et donc, il a fallu éduquer en fait à l'international ce produit et son intérêt pour le fan engagement. Et c'est Sorare aujourd'hui qui passe ces partenariats. Et on est assez fiers, nous, en tant que Français, d'insister là-dessus, parce qu'en général, quand on regarde un petit peu la tech en France, on se dit si on crée une société qui est leader déjà en France, c'est très bien. Quand on crée une société leader en Europe,
là, on sort le champagne, mais en fait, il faut se dire, on peut créer depuis Paris une société qui devient leader mondial. On est en train de le montrer et on est hyper fiers de ça, en fait. On rappelle que la levée de fonds que vous aviez faite, alors c'est la série B, C? C'était la série B, ouais. Série B, ah oui. Vous a valorisé à plusieurs milliards de dollars. Hein, c'est ça, Ouais, on parle d'une grosse entreprise. Tu sais combien vous êtes de salariés aujourd'hui ou... On est à peu près 110 aujourd'hui, D'accord. répartis à 50-50 entre Paris et New York, avec justement un autre bureau de New York, de par sa proximité avec les ligues américaines, qui se concentre sur le développement de ce produit pour le baseball, de ce produit pour le basketball, bien évidemment avec le support du bureau parisien. Et on s'attend à être autour de 200 à la fin de l'année, toujours répartis à peu près à 50-50 entre Paris et New York. Ah oui, ok, ça va faire quelques trajets. Je regarde d'un œil le chat parce que j'ai l'impression qu'Elvan est en feu et je me demande si d'ailleurs, Elvan, je crois maintenant qu'on s'est déjà rencontrés, je crois savoir qui tu es. Ce qu'il nous disait, tu écrivais tout à l'heure qu'une des grosses parties de l'impact l'impact des émissions vient aussi du matériel qu'on utilise et de la capacité à réutiliser des vieux matériels. Donc moi j'ai rencontré un certain Damien, je ne sais pas si c'est la même personne, qui avait une machine et qui m'expliquait qu'on peut faire plein de choses sur la réduction de ses habitudes numériques. Hein, se poser la question d'éteindre tel et tel truc, mais déjà si on réutilise du matériel, c'est quelque chose qui a un impact très très fort. C'est quelque chose que vous faites chez vous ou pas? C'est quelque chose qu'on a fait beaucoup parce qu'en fait, comme tu le disais, la société a changé de taille assez rapidement et en fait on a déménagé assez régulièrement. Et on s'est toujours dit, en fait, on ne va pas tout jeter, on va juste transférer tout ce qu'on a déjà et on va l'amener dans le bureau suivant. Et ça, c'est une démarche qu'on a eue depuis le début. Ça évite en fait de jeter et racheter. Comme je disais au début, avec Nicolas, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut avoir à très fort impact, mais qui est très compliqué, et qu'est-ce qu'on peut avoir à impact plus modéré, mais qui est très facile. Et ça, c'est un très bon exemple. C'est je déménage plutôt que de tout jeter. On va réutiliser. Je te disais tout à l'heure qu'on avait non pas une table de ping-pong ou un baby-foot. On a un baby-foot chez nous, ouais. Comme dans beaucoup de bureaux, mais on a un mini-terrain sur lequel on fait des petites parties de tennis-ballon. Et donc, typiquement, ça on l'a ramené avec nous. Vous avez ça aussi dans vos entreprises, un terrain pour faire du tennis-ballon à la pause? Moi, je trouve ça quand même très classe. Alors là, c'est parti dans un débat sur les pâtes froides. Je pense qu'on les a complètement perdus. Ah ouais, on nous enlève carrément le chat. Le modèle même de Sorar, c'est quand même un modèle qui repose sur une forme de croissance. On est sur en tout cas pour maintenir un certain niveau de prix, dans la mesure où on réédite tous les ans 1111 cartes au maximum pour chaque joueur. En tout cas, c'est le cas en foot. Je ne sais pas si c'est le cas aussi dans la même division. Je m'y suis pas. Dans les autres sports, je ne m'y suis pas penché. Mais c'est un modèle qui, si on doit faire rentrer toujours plus de monde pour être une forme de stabilité, quoi. C'est un peu pour faire du surplace, il faut courir toujours plus vite, quoi. C'est un modèle qui est compatible avec les engagements environnementaux. Oui, tout à fait. Nous, on voit pas la croissance comme étant incompatible avec les sujets environnementaux. C'est une affaire, d'ambition et de volonté en général au niveau déjà des fondateurs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des convictions fortes au niveau des fondateurs et est-ce qu'ils vont pouvoir inscrire ça dans les valeurs de la société, porter ça auprès des collaborateurs et pas imposer, parce que quand tu essaies d'imposer, en général, tu as des freins en face de toi. Mais plus, est-ce qu'on va pouvoir emmener tout le monde dans cette vague de on va faire attention, on va mettre en place des politiques et voici pourquoi on le fait. Et donc ça, on l'a fait depuis le début et ça a été très bien reçu. Et sur le modèle de croissance, en fait, nous on voit pas ça de cette façon. On se dit, aujourd'hui, on a à peu près 2 millions de sign-up sur Sorar. D'accord. Quand tu regardes le marché du football, il y a 1,5 milliard, 3 milliards de fans. Si tu regardes les autres sports, il y en a peut-être encore un peu plus. On se dit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte, avec ce produit qui réinvente l'expérience de collection et qui permet d'interagir avec un objet, de toucher plus de fans. Et c'est vraiment ça notre objectif principal. Et c'est pour ça qu'on développe de nouveaux gameplays, de nouvelles expériences, qu'on espère qu'il y aura d'autres applications avec nos cartes, etc. etc.
Il faut rappeler que c'est un monde ouvert, hein, ça c'est aussi l'aspect Web3 du projet. On peut développer, il y a des sites qui utilisent, d'autres applications qui utilisent les cartes Sorare pour leur propre jeu. Alors je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup, si Réunion est encore là, il peut m'en citer, je sais qu'il joue à un certain nombre de ces jeux-là, mais il y avait des jeux comme ça où on pouvait utiliser les cartes Sorare, c'est toujours le cas. Ouais, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de soutenir. On a par exemple, et c'est aussi lié à quelque part le S dont tu parlais tout à l'heure, donc comment est-ce qu'on arrive à redistribuer ou à soutenir notre écosystème. Il y a des projets qui se construisent autour des cartes, comme Sorare Data par exemple, dans lesquels on avait investi très tôt pour justement essayer de soutenir l'écosystème. Je vois que c'était Usul qui se plaignait de ne pas être un numéro, ou qui revendiquait de ne pas être un numéro, mais un numéro 10, Usul, comme tous les membres de notre team. Déjà à 19h30, donc on arrive quasiment à la fin de cette émission, on nous demande si la Formule 1 est dans les tuyaux pour ce soir. Voilà. Je vous avais dit qu'on ne pourrait malheureusement pas avoir ces réponses-là ce soir. On est sur un enjeu. Ah oui, je comprends. Sur l'aspect écologique de ce que pourrait être un. Est-ce que vous pourriez avoir finalement des questionnements sur vos nouveaux sports, indépendamment de celui-ci, mais liés aussi aux engagements environnementaux que prennent les fédérations. On parlait tout à l'heure de ce que les fédérations peuvent vous demander en disant nous on va sur la blockchain si vous êtes vertueux. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le raisonnement soit inverse et que vous disiez tel sport non on n'ira pas, c'est pas. Je pense que la question se pose de prendre en compte ce genre de considération quand on regarde un sport. Coupe du monde au Qatar, quoi, c'est ça que j'allais te demander. Alors, nous, en fait, sur ce sujet, on essaye déjà d'être exemplaire à notre niveau, donc de porter ce projet qui est ambitieux. On est la première société blockchain à le faire et à l'aimer, entre guillemets. Et on espère que ça va inspirer d'autres personnes dans l'industrie blockchain, d'autres personnes dans le sport. On voit que la Bundesliga aussi a commencé à faire des choses. Et c'est un sujet très important pour tout le monde, en fait. Vous avez notamment, au moment de l'invasion russe en Ukraine, retiré les cartes, enfin en tout cas retiré du marché primaire les cartes du championnat russe. D'envoyer le mot de la fin. On redonne un petit peu le calendrier du projet Thousand Faces. Donc, octobre, première phase de drop. Oui, c'est ça. Environ octobre. 1000 NFT. Alors, première, ça serait pour les membres fondateurs. Membres fondateurs, donc, on n'en est pas malheureusement. Ouais. Vous pouvez être, en fait, la sélection, c'est soit c'est par nous, ou c'est par un membre fondateur qui est déjà sur notre board. Cooptation. Oui, c'est ça. Et donc, le 13 octobre, on serait à Jitex, on a un lunch. Donc, s'il y a des personnes qui sont à Dubaï, en ce moment-là, vous êtes bienvenus. On a des billets gratuits aussi pour vous. Mais n'y allez pas exprès pour l'événement, parce que ça, c'est pas très écolo. Hein. Si vous êtes là dans le coin. Non, je suis pas coopté, Elved. Hein. C'est pas la peine d'imaginer une forme de collusion. Je ne suis pas là-dedans. De votre côté, l'agenda il est secret. On sait qu'il y a des enjeux économiques à chacune de vos annonces, donc on se tiendra informé en suivant vos réseaux. Pour ce qui est de l'engagement purement RSE, on rappelle qu'on est sur la fin d'année. On est sur un offset en 2022 et un engagement de carbone neutral avec tout ce que ça comporte, donc de la réduction et de l'offset. Donc c'est de la réduction en fait de tout ce qui n'est pas évitable. D'accord. Et l'autre sujet important qu'on a, c'est le lancement du produit NBA qui arrivera pour le début de saison. D'accord. De NBA. Donc on est hyper excité par j'imagine. NBA qui arrive sur Sorare. Il y a des fans de basket dans le chat qui n'hésitent pas à se... Il y a des fans de basket, c'est une bonne question, ça. Et lourd chevalier français, alors là c'est sympa, première fois d'un spectateur, mais de donner un journal tous les jours quand je sors du métro. Écoute, on transmettra aux personnes qui distribuent 20 minutes, mais merci à toi de nous lire, ça c'est adorable. Enfin, j'espère que tu nous lis, que tu ne prends pas juste le numéro pour tenir la poignée.
C'est sympa d'être par ici. La NBA, ouais, on attend évidemment ça avec impatience. Pour ceux qui sont fans de basket, j'imagine que tout ça est coché dans les agendas. Moi, j'en profite pour vous faire quelques petites annonces de service. Donc, je vous ai dit qu'on avait lancé le numéro 2. Il y a notamment sur le Discord plusieurs channels à aller remplir pour ceux qui ont la machine à écrire. Parce que je vous rappelle qu'il faut une machine à écrire chez nous pour pouvoir avoir accès à ces canaux-là. Donc, pensez à aller nous donner vos pires boulettes. Ça peut aider des gens qui ne referont pas les mêmes boulettes avec leur wallet. Hein. C'est un moment, je viens d'y passer aujourd'hui, donc je sais que c'est un moment un petit peu de honte personnelle d'avouer ce qu'on a pu faire. Non, 20 minutes ne devient pas zéro net carbone, malheureusement, mais on a nous aussi un programme de monitoring. Et, voilà, chacun ses petites galères. On pourra profiter de l'expérience de Thibaut pour s'améliorer. Ah, on est en train de perdre le son. Bah, c'est que je ne dis plus grand-chose de très intéressant et qu'Hélène doit être en train de me chanter progressivement. Elle a bien raison. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'être venus en nombre ce soir. Merci Moujane, merci Thibaut. Et à très vite, à la semaine prochaine pour un nouveau 20 minutes au carré. Merci, au revoir. Au revoir.